Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce nouveau numéro, on va parler du moral des entreprises, on parlera également du plan de sobriété énergétique et enfin du bilan de fin de mandat des CSE. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Patricia L'Excellent, déléguée générale du réseau Initiative France pour parler du moral des entreprises. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du moral des entreprises, un mot sur le réseau Initiative France. Eh bien, Initiative France, c'est un grand réseau associatif qui est présent partout en France, 206 associations, et qui a pour mission d'accompagner et de financer la création ou la reprise d'entreprises. Tout est totalement gratuit, à la fois l'accompagnement. Ce que l'on va faire, c'est on va aider à finaliser le business plan, accorder un prêt d'honneur, donc à taux zéro, sans garantie, qui va permettre de faire effet de levier auprès des banques. Et puis, on va accompagner l'entrepreneur sur les 3 ou 5 premières années pour la réussite de son entreprise. Alors, vous venez de sortir une étude chiffrée sur les entreprises et notamment sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises. Quel est l'impact de cette guerre sur les entreprises ? Alors, on voit déjà qu'en matière de dynamique globale, de création d'entreprises, ça n'a pas freiné, puisqu'en fait, 2022, nous, on a constaté une évolution de 7% du nombre d'entreprises que l'on a financées et accompagnées. On en a financé plus de 20 200. Ce qui représente 56 000 emplois. Mais évidemment, ces entreprises et ces entrepreneurs sont impactés par la guerre en Ukraine. Les deux principaux phénomènes qu'ils mettent en avant, c'est pour 58% d'entre eux la hausse du prix des matières premières et ensuite, bien sûr, la hausse du prix de l'énergie. Donc, ce qui a vraiment nécessité une adaptation très rapide en matière de sobriété et peut-être déclencher certaines réflexions sur des investissements d'un peu plus long terme. Quel est le moral des entreprises ? Alors globalement, ceux qu'on a accompagnés, notamment dans les dernières années, étonnamment, et tant mieux en fait, ont un esprit extrêmement positif, puisqu'ils sont à 61% combatifs et motivés. Donc c'est vraiment ce que l'on rencontre dans la dynamique de ces jeunes entrepreneurs. Alors quand je dis jeunes, c'est parce qu'ils sont nouveaux entrepreneurs, mais ça peut être de tous âges. Il y en a des moins de 35 ans, il y a des seniors et il y a plein de reconversions professionnelles, mais ils sont globalement très positifs puisqu'on sent vraiment cette envie d'entreprendre. Et je dirais peut-être les motivations que l'on voit ressortir très très fort, c'est évidemment la volonté d'indépendance, d'être son propre patron, d'avoir quelque chose qui fait sens pour un bon équilibre vie professionnelle, vie privée, et puis la satisfaction client au quotidien, c'est vraiment ce qui les motive. Et donc, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, on sent que vraiment il y a cette combativité et cette envie de poursuivre et sur cette dynamique très positive qu'est la dynamique entrepreneuriale. Donc les entreprises s'en sortent bien, mais quel sera le futur ? Quelles sont les perspectives à venir ? Alors bien sûr, il faut continuer à être prudent, nous à les accompagner. Peut-être on peut ressortir un défi qui est de plus en plus présent, qu'on a vu dans cette enquête, c'est le défi de la transition écologique et sociétale. Puisque là, on a vu que pour 2/3 des entrepreneurs interrogés, en fait, la prise en compte des impacts écologiques, sociaux, sociétaux est au moins aussi importante que la réussite économique de leur entreprise. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les jeunes créateurs sont vraiment dans cette dynamique d'entrepreneuriat responsable. Et donc, il y a une demande d'être davantage accompagnés sur cet enjeu-là, d'avoir des outils très pratico-pratiques pour les aider à mesurer leur impact. Et donc, on travaille déjà avec l'ADEME, avec laquelle on a élaboré une grille très pratique au moment de la création d'une entreprise qui s'adapte à tous les secteurs d'activité pour commencer à être sensibilisés, à définir quels peuvent être les premiers pas. Et puis, on travaille également avec le mouvement Impact France, notamment avec l'Impact Score, et puis tous les programmes que l'on va pouvoir engager avec eux. Et puis, nous, au niveau du réseau Initiative France, on a créé en 2020 le label Initiative Remarquable, qui est fait pour distinguer les entreprises qui ont un impact particulièrement positif en matière territoriale, environnementale ou sociétale. Et l'idée, c'est d'en avoir davantage de plus chaque année. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, dans la matinale du monde du chiffre. On va parler du plan de sobriété énergétique avec mon invité Hervé Bégaud, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Hervé, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que ce plan de sobriété énergétique? Alors, vous savez qu'on est dans une situation de crise en matière énergétique. Depuis quelques années, il y a un objectif affiché clairement par le gouvernement de pousser les entreprises et les citoyens à réduire drastiquement leur consommation d'énergie. Donc là, il y a un plan qui a été lancé qui propose dans 2 ans de réduire de 10% nos consommations d'énergie. Donc, l'idée, c'est de pousser les entreprises à travers une quinzaine de mesures, dont une qui concerne particulièrement les entreprises, qui consiste à les accompagner via une plateforme pour qu'elles puissent afficher cette réduction et qu'on puisse les accompagner de manière beaucoup plus claire sur leur réduction d'énergie. Il y a aussi, en matière de bâtiments, un certain nombre de mesures, à savoir, par exemple, réduire la température moyenne des entreprises, changer les heures de chauffe, par exemple, dans un certain nombre de bâtiments, et puis un tas de mesures qui concernent les citoyens, voilà, vous et moi. Alors, au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, vous vous occupez des questions de durabilité. Comment les experts comptables accompagnent les entreprises sur ces sujets? Si on prend cet exemple de transition énergétique, c'est par exemple, il y a des aides, il y a des financements. Les experts comptables vont se mobilisent pour accompagner les entreprises à mieux cerner d'abord la réglementation, les respecter, mais aussi trouver des solutions d'aide et de financement pour faire face, parce que la transition écologique coûte bien évidemment cher. Ensuite, au niveau du Conseil national, on s'organise. Vous savez qu'il y a un club développement durable qui fédère à la fois des experts comptables engagés et compétents sur les questions de transition environnementale et sociale, mais aussi des experts, des spécialistes qui viennent travailler ensemble pour proposer des outils, des solutions. On va aussi accélérer dans les prochains mois pour proposer des outils concrets, des outils, vous savez que la réglementation au niveau européen s'accélère avec les reportings successifs, les seuils qui baissent. Donc on va armer les confrères avec des outils pour faciliter la collecte des informations de durabilité et proposer des outils de reporting assez simplifiés. On va aussi accélérer. Il y a beaucoup de confrères qui se forment maintenant au bilan carbone. Donc, on va avoir de plus en plus de confrères capables d'accompagner leurs clients sur la réalisation de leur bilan carbone, qui est très demandé, notamment dans les outils de reporting aujourd'hui. Et puis, on est en train de réfléchir à d'autres solutions, comme imaginer une plateforme un peu plus globale qui va fédérer l'ensemble des outils qui existent au Conseil national. Je pense par exemple à un kit qu'on a amélioré récemment qui s'appelle le kit EnviroConta. Qu'est-ce que c'est ce kit? Le kit EnviroConta, c'est un kit qu'on a imaginé il y a plusieurs années déjà, qu'on a proposé aux confrères, qui consiste à travers un outil qui est pour l'instant très simple, mais qu'on va faire évoluer, en utilisant les cycles d'analyse, le dossier de travail d'un expert comptable, cycle par cycle. On a introduit des questions RSE, des questions sur l'écologie, des questions sur la transition écologique, y compris la transition énergétique, pour que de manière très simple, le confrère, quand il traite le cycle client, quand il traite le cycle immobilisation, ait des questionnements sur ce qu'on peut échanger avec le client, ce qu'on peut ensuite proposer au client, avec des liens vers des sites qui permettent aux confrères d'approfondir ses connaissances et d'accompagner efficacement le client. Puis il y a d'autres outils qui vont sans doute sortir dans les prochaines semaines. Pas mal d'outils, j'imagine des formations également. Il y a beaucoup de formations. On est en train de collaborer avec un certain nombre d'universités pour proposer des formations clés en main, de 8-10 jours, pour que les confrères se forment mieux. Avec le CFPC, qui est notre centre de formation, on va travailler pour proposer une palette de formations très pratiques
pour que les confrères qui sont de plus en plus sollicités puissent être mieux armés, plus compétents pour adresser ces sujets qui sont assez variés. Justement, quel est le degré de maturité des experts comptables sur ces sujets de durabilité ? Il y a quelques années, je vous aurais dit proche presque zéro, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'accélère. Quand je vois le nombre de clients de plus en plus formés au bilan carbone, quand je vois les clients qui me sollicitent aussi personnellement, puisque vous savez que je travaille énormément sur le sujet, je vois quand même une accélération. Donc, à charge pour nous, au niveau de l'institution, d'accélérer aussi pour proposer des solutions, les accompagner et créer un mouvement vers ce sujet, puisque, encore une fois, on est attendu par les acteurs, on est attendu par l'État, le gouvernement, on est attendu par les clients, on est attendu par le marché au sens large, et on a un rôle extrêmement important à jouer sur ces questions. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit la matinale avec Guillaume Sauvage, expert comptable, commissaire aux comptes, spécialiste des CSE, et on va parler de l'obligation de rendre compte de leur mandat des CSE. Guillaume Sauvage, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelle est l'étendue de l'obligation des CSE de rendre compte de leur fin de mandat ? Alors, les élus du comité social économique, pour faire court CSE, ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de représenter les salariés vis-à-vis de leur employeur, d'être leur porte-parole, de représenter et défendre leurs intérêts. Ils ont pour ça un budget spécifique qui est financé par l'employeur, qui s'appelle budget des attributions économiques et professionnelles, et ils bénéficient d'une subvention de fonctionnement et de moyens complémentaires. Et puis, leur deuxième rôle, bien distinct du premier, c'est de favoriser l'accès aux vacances, au sport, aux loisirs, à la culture, donner des aides, donc pour améliorer les conditions de travail et de vie des salariés. Dans ce cadre-là, ils bénéficient aussi d'un second budget des activités sociales et culturelles, qui peut être, s'il a été négocié, financé par l'employeur et par la participation des salariés. À l'issue de leur mandat, les élus doivent rendre compte de leur gestion sur ces deux rôles. Ils doivent également remettre les documents relatifs à l'administration et la gestion du comité. Il va falloir donc rendre compte du patrimoine à date, des engagements qui ont été pris. Ça va être également l'objectif de pouvoir faire état des actions qui ont été menées, de pouvoir également indiquer quels ont été les enjeux auxquels ils ont été confrontés. Par exemple, comment dans la crise sanitaire, ils ont pu faire face vis-à-vis de leur employeur à des avis qu'ils ont dû rendre sur la mise en place d'un télétravail, d'une mesure de télétravail, et puis sur les actions qu'ils ont pu proposer auprès des salariés. En période de confinement, il n'était pas possible de pouvoir consommer tout ce qui était possible habituellement. Et donc, il a fallu adapter les offres qu'ils ont proposées. Et puis, il a fallu aussi, post-confinement, réadapter, puisque les habitudes de consommation avaient également changé. Alors, est-ce que tous les CSE sont concernés par cette obligation ? Alors, si votre CSE est un CSE d'entreprise, un CSE d'établissement, inter-entreprise, un CSE central, une UES, à partir du moment où votre entreprise a plus de 50 salariés et qu'il y a des élections, les élus sortants sont obligés de rendre compte au nouveau comité de leurs actions. Ils rédigent pour ça un rapport de fin de mandat. Donc, généralement, c'est le bureau des élus qui s'en occupe, aider, le cas échéant, de leur expert comptable. Ce rapport de fin de mandat, les nouveaux élus vont pouvoir en prendre connaissance et donc mesurer pleinement les enjeux de leur nouveau rôle. Et puis, pour les élus sortants, c'est l'occasion de répondre à cette obligation de rendre compte qui est prévue à l'article R2315-39 du Code du travail, et donc de pouvoir, dans ce cadre, respecter leurs obligations. Le maître mot, c'est l'anticipation, puisqu'il y a beaucoup de sujets anticipés dans ce rapport. Qu'est-ce qui contient ce rapport, pour bien comprendre ? Il va parler d'abord, comme je vous l'ai dit, du bilan des actions, aussi bien sur les activités sociales et culturelles que des attributions économiques et professionnelles. On va ensuite dérouler le patrimoine du comité, ses engagements, sa situation juridique, et puis la façon dont il organise ses archives et l'ensemble de ses documents. Alors, vous avez dit anticiper. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête ? Au niveau des pratiques, vous avez une information consultation
qui a lieu chaque année avec l'entreprise ou par accord d'entreprise tous les 2-3 ans. L'objectif, c'est d'indiquer finalement comment s'est passé ce rapport, ce dialogue social avec l'employeur. Le comité est chargé pour sa part d'être informé à différents moments. L'employeur transmet ces informations dans une BDESE, qui est une base de données économiques et sociales. Il va y mettre notamment l'évolution des effectifs, des emplois par catégorie professionnelle, l'évolution du patrimoine de l'entreprise, les plans de formation qu'il a pu mettre en place. Le principe, c'est que à partir du moment où il y a certaines décisions qui doivent être prises, il doit en informer le comité pour recueillir son avis. On appelle ça une information-consultation. Et le législateur prévoit 3 temps spécifiques dans l'année pour cette information-consultation. Ça peut être une information-consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, une information-consultation sur ses orientations stratégiques, et enfin une dernière sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi. Le but du rapport de fin de mandat, donc, c'est de faire état de la qualité des informations qui ont été transmises dans ce cadre, et puis des avis qui ont été rendus. Les élus peuvent ainsi indiquer ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Rappelons qu'un dialogue social de qualité est l'une des clés de succès de l'entreprise, et donc en informant les parties prenantes de cet état de fait, ça participe à ce que chacune puisse essayer de trouver des compromis équilibrés entre les différents enjeux, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.